Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Si vous êtes jeune parent, vous le savez probablement, à la naissance, il existe un test pour détecter certaines maladies rares chez les nourrissons. En France, seulement 5 maladies dont la mucoviscidose sont ainsi dépistées par ce procédé. Mais pour le CHU de Nantes, c'est insuffisant. Une étude est donc menée pour le dépistage des déficits immunitaires combinés sévères, des maladies rares qui touchent un enfant sur 50 000 environ, mais qui peuvent être fatales dans la première année de vie. Aujourd'hui, le centre hospitalier attend la validation de la Haute Autorité de Santé pour généraliser ce test. Alix Lanos. Au laboratoire d'immunologie du CHU de Nantes, on explore, on analyse et on dépiste. Sur ce buvard, quelques gouttes de sang prélevées chez les nourrissons à la maternité. Ce test néonatal, aussi appelé test de Guthrie, permet de détecter la présence de maladies rares comme la mucoviscidose, mais aussi depuis peu celle de déficits immunitaires combinés sévères. Des maladies rares nécessitant pour les enfants une greffe de moelle osseuse. Et si cette recherche est actuellement réalisée à titre expérimental, c'est grâce au travail mené par le centre hospitalier de Nantes. Nous suivions au CHU de Nantes en hémato-immunologie pédiatrique des enfants porteurs de déficits immunitaires combinés sévères. Et nous avons eu le cas de quelques enfants porteurs de ces maladies et qui présentaient des séquelles très importantes au décours de la greffe de moelle osseuse et au décours du traitement parce que le diagnostic avait été réalisé trop tardivement. Et donc on a eu l'idée de faire, en tout cas de proposer ce dépistage de manière généralisée en France. Et pour cela, il fallait d'abord faire une étude à grande échelle pour démontrer déjà la faisabilité au plan national. Une étude menée pendant 2 ans. Entre 2015 et 2017, 200 000 enfants nés un peu partout en France vont bénéficier de ce test. S'ensuit une longue procédure administrative pour que la Haute Autorité de Santé puis le ministère valident et mettent en place ce dépistage. Aujourd'hui, la procédure est en cours. En attendant, la recherche de déficits immunitaires combinés sévères se poursuit, mais uniquement dans les Pays de la Loire. C'est vrai que c'est une spécificité au Pays de Loire, parce que c'est nous qui avons initié le protocole multicentrique national, parce qu'on avait un petit peu de résidus de budget, et donc et parce qu'on y croit et qu'on veut vraiment garder aussi ce leadership et qu'on se bat pour que ce dépistage puisse arriver pour tous les enfants, dans la mesure où le déficit immunitaire combiné sévère peut être fatal, et est fatal dans la première voire deuxième année de vie, et on sait qu'on peut les traiter et que si on les traite très rapidement, en dehors de toute infection, et quand ils sont tout petits, on a une chance de guérison qui est de 95, presque 100%. Grâce à l'expérimentation de ce dépistage néonatal, 3 enfants ont pu être diagnostiqués et soignés à temps. Toujours à propos de santé, la vaccination se poursuit, en particulier pour la 3e dose des plus de 65 ans. Et pour mieux recevoir ce public, Montaigu-Vendée revoit sa stratégie vaccinale. Le centre de vaccination connaît une baisse de son activité depuis quelques semaines. En cause, la très bonne couverture vaccinale de la population. Alors le centre déménage aujourd'hui dans des locaux plus petits. Désormais, 2000 injections seront programmées chaque semaine. Les avocats vont debout contre un projet de loi qui divise la profession. Comme un peu partout ailleurs en France, hier, les membres du barreau de La Roche-sur-Yon se sont mobilisés devant le tribunal pour s'opposer au projet de loi dit pour la confiance dans l'institution judiciaire, alors porté par le garde des Sceaux. Les robes noires estiment que le texte menace la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients. Demain, un juge d'instruction peut venir dans un cabinet d'avocats, peut saisir absolument tout, les correspondances, les notes, les courriers entre l'avocat et son client, sans aucune justification. Nous ne demandons pas que le secret couvre tout et que finalement les enquêteurs ne puissent pas mener leurs investigations et leurs missions, mais tout simplement qu'il y ait un contrôle du bâtonnier qui doit être présent et doit contrôler la légalité et la proportionnalité de l'enquête et de l'investigation. Le projet de loi est en relecture des députés jusqu'à aujourd'hui. Il repassera ensuite entre les mains du Sénat à partir de jeudi. Un peu de culture à présent, 500 millions de livres vendus, traduits en 55 langues. Georges Simenon est un nom reconnu du patrimoine littéraire international. Mais saviez-vous qu'il faisait aussi partie de l'histoire de Saint-Mémin ? Il y a 80 ans, le père du commissaire Maigret venait s'installer dans le bocage vendéen pour y rester plus de 2 ans. Grégoire de Châtillon a suivi les pas de l'auteur dans la commune.
Pendant 2 ans, entre 1942 et 1944, Georges Simenon occupe cette maison. Il a 39 ans quand il arrive à Saint-Mémin-le-Vieux. Il n'est pas seul, il est accompagné de sa femme Tigui et de son fils Marc. À côté, dans cette maison, sont logés son jardinier et sa gouvernante. Myriam et Marcel Corta ont acheté cette demeure en 1983. C'est le notaire qui nous l'a appris au moment de signer l'acte, qu'il y avait un homme illustre qui avait habité quelques années ici. Et on a su après que c'était Georges Simenon. Le couple s'est alors intéressé à la vie de cet auteur belge, le plus traduit dans le monde. Le matin, il se levait, il écrivait sur un cahier de brouillon avec des crayons de bois qu'il taillait avec un taille-crayon. Et puis l'après-midi, il était sorti, il rencontrait très facilement les gens de Saint-Mémin. Georges Simenon avait un très bon contact avec la population de Saint-Mémin. Précédemment installé à Fontenay-le-Comte, le père de Maigret s'intègre alors facilement dans la commune en bon campagnard. Il avait quelques animaux chez lui, dont une vache. Son loisir, c'était de retrouver les gens du village, les anciens du village, et puis pour prendre un verre ensemble à la cave. Alors ses amis à l'époque sont venus ici, Fernandel, Harry Bord, voilà, donc il aimait les recevoir. L'écrivain qui côtoyait tout le monde participait souvent à la vente de charité sur la place de l'église au profit des prisonniers de guerre. Il savait faire parler les gens et se servait de ça pour créer ses personnages. De nombreux romans sont nés à Saint-Mémin. En 2022, 80 ans après son arrivée, la petite commune du nord-est du département rendra hommage à Georges Simenon à travers de nombreuses animations. C'est une initiative qui nous vient tout droit de Maché à l'occasion des fêtes de Noël. Julie Blais et Cynthia Renard participent depuis l'an dernier à l'opération Calendrier de l'Avent inversé. Le principe est simple, il suffit de remplir une boîte de 24 cadeaux avec des produits du quotidien, des vêtements ou encore des jouets. Ils seront ensuite remis à des associations puis distribués aux plus défavorisés. Vous avez jusqu'au 17 décembre pour remettre votre boîte dans l'un des 32 points de collecte en Vendée à retrouver sur la page Facebook Calendrier de l'Avent inversé. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée à tous.